Il y a des moments où une simple phrase vous frappe avec une telle force que votre esprit a besoin d'un instant pour réaliser ce qui vient de se passer. Le mien est arrivé par un après-midi ensoleillé à Lyon, quand tout ce que je pensais pouvoir tolérer a basculé d'un coup. Je m'appelle Léa et, jusqu'à ce jour, je croyais sincèrement connaître les limites de ce que ma famille pouvait me faire subir. Désolé, ton iPhone 16 Pro est cassé, a lancé ma sœur aînée, Chloé, juste après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 €. Sa voix était monocorde, presque blasée, et l'écran étoilé qu'elle tenait entre ses doigts rendait évident le fait qu'elle ne l'avait pas fait tomber par mégarde. J'ai demandé pourquoi elle avait touché à mon téléphone sans ma permission. Elle a simplement haussé les épaules comme s'il ne fallait pas que j'en fasse une affaire personnelle, comme si les dégâts qu'elle venait de causer n'étaient qu'un petit contretemps que je devais régler en silence. Avant même que je ne puisse réagir, maman est intervenue avec cette douceur familière qu'elle n'utilisait que dans un seul sens, pour me dire que ce n'était qu'un accident. Elle a ajouté que je ne devais pas en faire un drame. Elle n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé, ni même regarder la façon dont ma mâchoire s'était crispée. C'était le même scénario que d'habitude, ma sœur créait le désordre, maman balayait tout sous le tapis, et on attendait de moi que j'avale ma frustration comme une preuve d'amour envers la famille. Je suis restée silencieuse parce que le silence a cette capacité de révéler ce que les gens attendent réellement de vous. Ma sœur m'observait comme on observe une machine dont on attend un fonctionnement prévisible. Elle pensait vraiment que j'allais encaisser le coup et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose s'installer en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais que j'avais atteint un point de non-retour. Si vous aviez été à ma place, avec un téléphone en miettes et des excuses déjà toutes prêtes, qu'auriez-vous fait ensuite? Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous géreriez un tel moment. Cet après-midi-là, quand je suis rentré dans mon appartement du 6e arrondissement de Lyon, le calme me semblait plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes m'observaient faire le tri dans tout ce qui venait de se passer. J'ai posé mon sac et essayé de me concentrer sur ma respiration, mais mon esprit revenait sans cesse à cette vérité que j'évitais de nommer depuis des années. Ma sœur aînée, Chloé Lefebvre, n'était pas devenue soudainement capable de briser mon téléphone pour une histoire de 10 000 €. Elle avait toujours oscillé entre l'arrogance et la manipulation, et j'avais passé la majeure partie de ma vie à m'effacer pour lui laisser de la place. Je me suis installé sur mon canapé et j'ai repassé dans ma tête ces moments que je m'étais forcé à minimiser, ceux qui s'étaient accumulés assez discrètement pour passer pour normaux à l'époque. Il y avait ces après-midi où elle m'empruntait de l'argent en jurant de me rembourser avant la fin du mois, pour que je finisse par couvrir ses découvertes lorsqu'elle oubliait un virement. Il y avait ces matins où je découvrais qu'elle avait utilisé mon nom pour souscrire à un abonnement de shopping parce que son propre dossier était trop chargé d'impayés. Chaque incident semblait dérisoire séparément, pourtant le coup retombait toujours sur mes épaules pendant que maman insistait sur le fait que je devais être patiente car la famille doit se serrer les coudes. Cette vision de l'entraide avait toujours penché du côté de Chloé, peu importe le sacrifice pour moi. Alors que la tension montait, mon meilleur ami, Julien, m'a appelé après avoir remarqué ma voix tremblante lors de notre bref échange plus tôt. Julien me connaissait depuis assez longtemps pour capter ce changement que je tentais de cacher, et quand je lui ai expliqué la situation, la frustration dans son silence m'a tout dit. Je me confie rarement, mais au moment où les mots sont sortis, j'ai senti le poids de ces années de déséquilibre s'aligner avec une netteté qui m'a effrayé. Julien m'a rappelé que mes réactions n'étaient pas excessives mais légitimes, et entendre quelqu'un valider cette vérité m'a donné assez de force pour continuer à déballer mes souvenirs enfouis. Il était impossible d'ignorer à quel point ce schéma avait commencé tôt. Quand j'étais encore à l'école, maman trouvait toujours une excuse pour atténuer les conséquences des actes de Chloé, prétendant qu'elle était trop sensible ou dépassée, alors qu'on attendait de moi que je m'adapte parce que j'étais supposé être la plus solide. Le message était subtil mais constant, et avec le temps, j'ai appris à absorber les déceptions sans rien laisser paraître. Je pensais que ma retenue faisait de moi la personne responsable, la fille qui maintenait la paix, alors que cela n'avait fait qu'apprendre aux autres que je plierais jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Assise là, j'ai réalisé que j'en étais arrivé à un point où même les petits gestes de mépris pesaient trop lourds pour être ignorés. Le téléphone brisé n'était que la partie émergée d'un comportement qui s'étalait sur toute ma vie, et une fois nommé, je ne pouvais plus prétendre que c'était inoffensif. Une fatigue que je ne m'étais jamais autorisé à admettre m'a envahi, lourde mais honnête. Je savais que je ne pouvais plus redevenir cette version de moi-même qui tolérait tout par devoir. Quelque chose s'était brisé en moi, de manière irréversible, et pour la première fois, j'ai compris que prendre mes distances n'était pas de la déloyauté, mais de la survie. Ce soir-là, en vérifiant mes comptes,
Un sentiment de malaise s'est installé avec une précision que je ne pouvais plus ignorer. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec l'intention de passer en revue seulement quelques transactions récentes, mais dès que le tableau de bord s'est affiché, j'ai compris que la situation allait bien plus loin qu'un simple téléphone cassé. Ce qui avait commencé comme une simple vérification de frais inhabituels s'est transformé en une piste d'activité qui ne me ressemblait pas, et plus je défilais, plus les éléments s'alignaient d'une manière qui me compressait la poitrine. Le premier signal d'alarme est apparu sur ma page de partage familial Apple. Je l'avais configuré il y a des années par commodité, principalement pour que mes appareils restent synchronisés et mes abonnements organisés. Pourtant, quand j'ai ouvert l'historique des achats, plusieurs applications que je n'avais jamais téléchargées sont apparues dans la liste, dissimulées sous des mois de petits prélèvements passés inaperçus. C'étaient des abonnements de lifestyle, des outils de montage et des options premium qui correspondaient aux habitudes de quelqu'un d'autre. Le motif était indéniable, surtout quand j'ai reconnu les horaires correspondant au moment où Chloé m'empruntait mon téléphone sous prétexte de vérifier ses messages. À l'époque, ces demandes semblaient anodines, mais les preuves montraient quelque chose de bien plus délibéré. En creusant davantage, j'ai remarqué plusieurs microtransactions via Apple Pay. Certaines concernaient des courses alimentaires, d'autres des articles ménagers divers dans des magasins que maman fréquentait. Les montants étaient minimes individuellement, assez bas pour se fondre dans un budget mensuel sans alerter, mais la régularité du schéma rendait l'intention difficile à écarter. Je me suis souvenu des fois où maman mentionnait avoir oublié sa carte ou avoir besoin de payer rapidement, des moments que j'avais balayés comme de simples services familiaux. Voir ces traces enregistrées dans mes propres comptes a balayé toutes les excuses que je me donnais. Essayant de garder mon calme, j'ai appelé Julien pour qu'il m'aide à vérifier si certains prélèvements montraient des signes d'approbation manuelle ou récurrente. Julien a abordé la situation sous un angle technique plutôt qu'émotionnel, examinant les eurodatages, les identifiants d'appareils et les journaux d'autorisation. Sans l'ombre d'une hésitation, Julien a souligné que plusieurs achats avaient été autorisés depuis des appareils qui n'étaient pas enregistrés à mon nom, ce qui signifiait que quelqu'un utilisait mes identifiants à mon insu. La précision de cette conclusion a tout clarifié, me laissant avec le constat troublant de la durée pendant laquelle mes limites avaient été franchies. J'ai ouvert un document vierge et commencé à compiler chaque entrée suspecte, en les organisant par catégorie pour ne pas m'éparpiller. La liste s'allongeait, transformant des lignes éparses en un dossier structuré montrant comment mes comptes avaient été traités comme un bien commun. J'ai surligné les applications liées aux habitudes de Chloé et marqué les achats correspondant aux routines de maman, puis j'ai regroupé les anomalies restantes sous une colonne intitulée « Sources incertaines ». À mesure que le fichier grossissait, il devenait clair que le préjudice financier allait bien au-delà des sommes visibles. Ce qui me troublait le plus était de réaliser que cet usage abusif n'était pas nouveau, mais que j'avais été trop encline à rationaliser les signes jusqu'à présent. Une fois les preuves étalées devant moi, j'ai ressenti un basculement intérieur, un changement qui rendait le déni impossible. J'ai ouvert mes réglages et commencé ce que j'appelais silencieusement mes manœuvres discrètes. Des actions subtiles pour me protéger sans faire d'annonces fracassantes. J'ai mis à jour mes mots de passe avec des combinaisons impossibles à deviner, j'ai supprimé tous les appareils partagés et révoqué les permissions liées aux anciennes connexions. Chaque étape ressemblait à la reconquête d'une part de ma vie que j'avais cédée trop facilement. Quand j'ai eu terminé, le document brillait sur mon écran, rempli de preuves de choix que j'avais laissé d'autres faire à ma place. L'épuisement qui a suivi ne m'a pas terrassé cette fois. Il m'a stabilisé, me rappelant que la prise de conscience était la première étape pour reprendre le contrôle, et la piste de preuves que j'avais rassemblée rendait une chose certaine, ce manège touchait enfin à sa fin. Vers minuit, j'ai commencé à agir avec une lucidité nouvelle mais assurée, comme si chaque pensée s'était enfin alignée. L'appartement baignait dans un calme feutré qui m'aidait à me concentrer sur ce qu'il restait à faire. J'ai ouvert le panneau de contrôle de mon identifiant Apple et j'ai pris une grande inspiration avant de démanteler entièrement le réseau de partage familial. Chaque appareil qui n'était pas le mien m'apparaissait comme un rappel des limites que j'avais laissées s'étendre bien au-delà du raisonnable. En supprimant chaque accès, je ressentais une séparation tranquille s'opérer, non pas par des déclarations dramatiques, mais par les petits clics délibérés de quelqu'un qui récupère ce qui lui appartient. J'ai continué en mettant à jour chaque mot de passe lié à ma vie numérique. J'ai commencé par l'identifiant Apple principal, puis j'ai passé en revue mes adresses e-mail secondaires, mes accès bancaires, mes notes cryptées et mes stockages d'archives. J'ai créé de longues séquences de caractères sans aucune signification personnelle, pour que rien ne puisse être deviné. Chaque écran de confirmation était comme une porte qui se fermait derrière moi,
et le sentiment de contrôle qui revenait à chaque étape m'apportait une résolution calme. J'ai vérifié s'il restait des appareils connectés, je les ai déconnectés sans hésiter, et j'ai regardé la liste rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste que mes propres terminaux. Au moment où la page s'est actualisée, un nouveau type de silence s'est installé dans la pièce. Ensuite, j'ai appelé mon opérateur téléphonique. J'ai vérifié mon identité, confirmé mon numéro de compte et demandé la résiliation immédiate de la ligne secondaire de Chloé. Le conseiller m'a demandé si je comprenais que cette action couperait totalement le service qu'elle utilisait. Ma réponse a été calme, ferme et définitive. Quand il a confirmé que la ligne avait été retirée de mon contrat, j'ai noté le numéro de l'appel et l'heure exacte dans mon dossier. Avoir une preuve concrète pour chaque action me donnait un sentiment d'ancrage, comme si je posais enfin le pied sur une terre ferme après avoir longtemps marché sur des sables mouvants. Une fois la confirmation reçue, j'ai rédigé une notification pour les comptes auxquels Chloé avait accès via mes identifiants. Je n'y ai mis ni reproches ni explications émotionnelles. J'ai simplement déclaré que toutes les permissions étaient révoquées, que les services liés ne fonctionneraient plus et que je ne serais plus responsable des frais apparaissant à partir de ce moment précis. J'ai envoyé le message sans attendre de réponse, car je comprenais que mon but n'était pas d'engager une autre conversation épuisante, mais de fermer des accès qui n'auraient jamais dû exister. Après cela, j'ai contacté le propriétaire de Chloé, la personne qui m'avait jadis demandé de me porter caution solidaire pour son bail lorsqu'elle avait des difficultés financières. Je me suis présenté et j'ai demandé l'état actuel de son contrat. Le propriétaire a mentionné quelques impayés, j'ai donc demandé copie des documents officiels. J'ai expliqué que j'avais l'intention de retirer ma caution dans les délais prévus par la loi et le contrat, et j'ai demandé une confirmation écrite une fois la procédure validée. La conversation est restée brève car le propriétaire a reconnu que ma demande entrait parfaitement dans mes droits. Quand les documents sont arrivés dans ma boîte mail, j'ai sauvegardé chaque fichier dans un dossier dédié et j'ai fait une copie de sécurité sur mon cloud privé. Je suis revenu à mon document principal et j'ai ajouté chaque étape accomplie. Avec chaque nouvelle ligne, la situation qui semblait autrefois complexe et étouffante devenait assez structurée pour que je voie exactement où j'en étais. J'ai fermé mon ordinateur alors que l'horloge marquait le début d'une nouvelle journée, et le calme qui m'entourait avait un poids différent. En regardant le reflet de mon visage sur l'écran sombre, j'ai compris que les choix silencieux faits cette nuit n'étaient pas seulement destinés à rompre d'anciens schémas, mais aussi à garantir que je ne retomberais jamais dans une vie où mes limites étaient optionnelles. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, je sentais déjà que la journée exigerait une stabilité que j'apprenais tout juste à m'accorder. J'ai posé mon sac, vérifié mon calendrier un court instant, puis j'ai entendu les pas pressés de l'assistante d'accueil se diriger droit vers moi. Elle m'a informé à voix basse que 2 visiteuses m'attendaient dans le hall et exigeaient de me parler. Avant même d'atteindre le couloir, je savais exactement de qui il s'agissait. Chloé se tenait au centre de la réception avec une posture destinée à attirer l'attention qu'elle croyait mériter. Son expression était un mélange de fureur et d'arrogance qu'elle ne cherchait pas à cacher. Maman se tenait légèrement derrière elle, tentant de masquer son inconfort par un ton mielleux qui ne collait pas avec l'impatience de son regard. Dès que Chloé m'a aperçu, elle a foncé vers moi sans aucune retenue. « Tu m'as bloqué l'accès à tout. Règle ça immédiatement », a-t-elle lancé assez fort pour que plusieurs collègues tournent la tête. Maman a suivi avec un plaidoyer doucereux, « Léa, s'il te plaît, arrête d'être déraisonnable. Ta sœur est stressée. Rends-lui ses accès. » Sa voix essayait de paraître posée, mais elle portait toujours cette attente que je finirais par céder, comme avant. Je suis resté ferme. Je leur ai rappelé que chaque compte en question m'appartenait exclusivement et que j'avais agi dans mon plein droit. Chloé a refusé d'accepter ce qu'elle appelait une excuse. Elle s'est approchée, un éclair de menace dans les yeux à cause de la pression qu'elle ressentait. « Si tu refuses, je m'assurerai que tout le monde ici sache à quel point tu es égoïste. Tu crois qu'ils te respecteront après ça ?» Julien est entré dans la zone à ce moment-là dans le cadre de ses fonctions professionnelles au sein de l'équipe de conformité interne de notre entreprise. Julien ne s'est pas approché pour m'apporter un soutien affectif. Au lieu de cela, il s'est positionné à proximité pour s'assurer que personne ne violait les politiques de conduite de l'entreprise. Il n'y avait aucun réconfort, aucun adoucissement de la situation, et aucune implication dans la dispute familiale. Chloé a perdu son calme quand elle a vu que je restais sereine. Tu me dois ces accès. J'ai tout construit à travers tes comptes. Tu ne peux pas me virer parce que tu es vexé.
J'ai maintenu le contact visuel et répondu avec une clarté délibérée que l'utilisation non autorisée de l'identifiant Apple et des services financiers d'une autre personne était inacceptable. J'ai précisé que la suppression de ces accès était une mesure corrective nécessaire et non une réaction impulsive à une blessure d'amour-propre. Maman a tenté une dernière fois d'utiliser la fibre familiale, mais le poids de cet argument ne m'atteignait plus. Le tumulte a attiré l'attention de la direction du bureau qui est arrivée avec une demande ferme. Ils ont informé Chloé qu'elle perturbait un espace de travail sécurisé et qu'elle devait partir immédiatement. Elle a protesté avec agressivité, affirmant qu'elle avait le droit de rester. Quand la sécurité s'est approchée, elle a fini par se diriger vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée brusquement pour lancer une dernière menace, « Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. » J'ai répondu d'une voix calme qui m'a surprise moi-même. Je lui ai dit que chaque décision prise reflétait ce qui s'était déjà passé, et que j'étais prête à accepter les conséquences. Une fois qu'elles ont quitté le bâtiment, j'ai marqué une pause pour reprendre mon souffle, consciente que cette confrontation ne marquait que le début du changement auquel je m'étais engagé. 3 jours plus tard, j'ai perçu le premier véritable basculement dans l'atmosphère autour de moi, un signe que mes décisions discrètes commençaient à porter leurs fruits. Je m'étais réveillé avec une étrange assurance ce matin-là, une clarté méritée, et je m'étais préparé à ce qui allait suivre. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle le monde de Chloé allait s'écrouler une fois que les piliers que je maintenais s'étaient retirés. Le premier signe est venu d'un message d'un collègue se demandant si j'étais au courant de la panne de mail dans le département de Chloé. Je suis resté neutre, car les problèmes internes de son employeur ne me concernaient pas. Je suis resté concentré sur mon travail jusqu'en milieu de matinée, quand un numéro inconnu a appelé ma ligne professionnelle. La personne à l'autre bout s'est présentée comme un superviseur du lieu de travail de Chloé et m'a demandé si je savais pourquoi elle ne pouvait plus accéder à son compte d'entreprise. Son ton suggérait qu'il pensait que je détenais une pièce du puzzle. J'ai clarifié que je n'avais aucune implication dans l'administration de leur plateforme numérique et que tout problème d'authentification devait être réglé avec leur équipe informatique interne. Il m'a remercié poliment, bien que j'ai senti qu'il réalisait que la situation était bien plus complexe qu'il ne le pensait. En début d'après-midi, une autre conséquence a surgi. Mon bailleur m'a transféré un avis du gestionnaire de l'immeuble où vivait Chloé. Il demandait une confirmation concernant la garantie financière que j'avais fournie lors de son emménagement. J'ai ouvert le document avec soin et rédigé une déclaration formelle retirant mon soutien. J'ai inclus chaque détail requis avec précision, puis je l'ai soumis via le portail officiel pour qu'il y ait une trace complète. Une fois la confirmation reçue, j'ai enregistré le fichier dans le dossier contenant le reste de ma documentation. Plus tard, mon téléphone s'est à nouveau allumé, cette fois avec un message d'un cousin demandant pourquoi maman appelait toute la famille pour s'inquiéter de mon comportement qu'elle jugeait totalement irrationnel. Selon elle, j'avais laissé Chloé sans aide dans un moment difficile et j'avais couvert la famille de honte. J'ai laissé le message s'afficher quelques minutes avant de répondre, car je devais réfléchir aux résultats que je souhaitais obtenir de cet échange. J'ai finalement écrit que les limites personnelles n'étaient pas des actes d'hostilité et qu'aucune des complications actuelles n'avait été créée par moi. Je n'ai pas offert d'autres explications parce que j'en étais arrivé à un stade où se justifier inutilement ressemblait à une reddition. Pendant que les proches débattaient et spéculaient, Chloé faisait face à une vague de problèmes bien plus concrets. Elle a tenté de présenter des documents alternatifs à son employeur, mais tout nécessitait l'accès à l'adresse email qu'elle ne pouvait plus ouvrir. Les ressources humaines l'ont suspendu temporairement le temps d'enquêter sur ce qu'ils appelaient des activités d'identification irrégulières. Je ne l'ai appris que parce que Julien m'a transféré une brève mise à jour d'une personne ayant assisté à la réunion. Julien n'a fait aucun commentaire et n'a exprimé aucune sympathie en mon nom. Il a simplement transmis l'information de la même manière directe qu'il utilisait pour tout fait lié à mon dossier. Ce soir-là, assise à mon bureau, j'ai passé en revue la chronologie des derniers jours. Chaque action entreprise avait été calme, délibérée et parfaitement légale. Les conséquences qui se manifestaient maintenant n'étaient pas des punitions que j'avais infligées, mais les résultats que Chloé avait elle-même engendrés. Voir ces schémas refaire surface m'a apporté un sentiment de clôture inattendue. Je comprenais que ce n'était que le début, mais je reconnaissais aussi que mes limites tenaient enfin. Pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais plus le besoin de sauver qui que ce soit des retombées de ses propres choix. Une semaine plus tard, j'ai réalisé que le silence autour de Chloé s'était alourdi, comme si les conséquences accumulées avaient décidé de s'abattre d'un seul coup. J'ai remarqué le changement d'abord par un court message d'un collègue ayant assisté à une réunion avec les RH de sa boîte.
Il écrivait que sa suspension n'était plus temporaire car elle n'avait pas pu effectuer les étapes de vérification obligatoires exigeant l'accès à des systèmes dont elle était exclue. J'ai lu le message 2 fois sans réagir. J'ai ressenti un sentiment de reconnaissance lointain, comme si je m'étais attendu à ce que ce moment se produise exactement ainsi. Plus tard dans la matinée, une autre notification est apparue sur mon téléphone. Elle provenait du portail de l'emploi, celui où j'avais autrefois signé une attestation de revenus pour appuyer son dossier de candidature lorsqu'elle prétendait avoir besoin d'aide pour s'installer. L'alerte indiquait que son employeur avait déposé un avis de licenciement qui apparaîtrait bientôt dans ses futurs contrôles de référence. Le ton était clinique, dénué d'émotion, ce qui le rendait encore plus percutant. Je suis restée pensive, consciente que c'était l'un des derniers fils sur lesquels elle comptait pour prouver son indépendance. En milieu de semaine, la deuxième conséquence a émergé. Le gestionnaire de son appartement m'a envoyé un email de suivi demandant un nouveau formulaire de caution. Il précisait que sans confirmation renouvelée, le bail entrerait automatiquement dans une période de préavis de 30 jours. J'ai ouvert le message, examiné les pièces jointes et soumis les documents confirmant mon retrait définitif. En quelques heures, ils en ont accusé réception et ont ajouté un avis formel expliquant que Chloé devrait désormais justifier seule de ses revenus pour rester. J'ai classé cette correspondance dans le dossier, car l'organisation m'apportait une certaine stabilité ces jours-là. Ce soir-là, une parente vivant en province m'a envoyé un message inquiet. Elle disait que maman appelait plusieurs branches de la famille pour expliquer que j'avais abandonné Chloé en pleine crise et que tout ce qui lui arrivait était la faute de mon refus d'agir comme une sœur. J'ai lu le message lentement. Je pouvais presque entendre le mélange familier de culpabilité et de contradiction dans la voix de maman. Si ses propos avaient été cohérents, ils auraient peut-être eu du poids, mais elle changeait de version selon son public, un schéma qui s'était répété toute ma vie. J'ai répondu que chaque adulte doit assumer la responsabilité des structures dont il dépend. J'ai fait court car les explications changeaient rarement les choses. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que Chloé avait une date butoir pour quitter l'appartement. La nouvelle a circulé rapidement parmi les proches, elle avait fait ses cartons à la hâte et emménagé dans une chambre d'amis chez un cousin éloigné habitant à presque 1 heure du centre-ville de Lyon. Apparemment, elle avait tenté de présenter d'autres preuves de revenus, mais ne remplissait pas les critères. On disait qu'elle semblait choquée par la rapidité avec laquelle tout s'était écroulé, comme si elle croyait encore que quelqu'un interviendrait pour elle. Après avoir lu ces nouvelles, j'ai posé mon téléphone face contre terre et me suis remise au travail. J'avais signé les papiers pour mon propre déménagement plus tôt ce matin-là. Mon nouvel appartement se trouvait loin du centre-ville, dans un quartier plus calme qui offrait un rythme totalement différent. Le trajet était plus long, mais cette distance me semblait juste. Je voulais un espace où personne ne franchirait mes limites, où ma stabilité ne servirait pas de filet de sécurité aux autres. L'après-midi suivant, une lettre de maman est arrivée dans ma boîte aux lettres. Son écriture était irrégulière. Elle alternait entre me blâmer, défendre Chloé et se contredire d'une ligne à l'autre. Je l'ai lu une fois sans me laisser atteindre, je l'ai plié soigneusement et rangé dans un tiroir. Je ne lui devais aucune réponse, et je ne ressentais plus l'urgence de porter une responsabilité qui ne m'appartenait pas. À mesure que mes cartons de déménagement s'empilaient, je sentais ma vie prendre une forme plus stable. Le chaos familial ne m'atteignait plus. Ils évoluaient dans leur turbulence, et pour la première fois, je me tenais en dehors. Cela ne ressemblait pas à une victoire, mais plutôt à un retour vers moi-même, une reconnaissance tranquille du fait que la paix commence au moment où l'on cesse de laisser les autres nous définir dans leur propre tempête. 1 mois plus tard, le rythme de ma vie s'est stabilisé dans un schéma apaisé que j'avais enfin mérité. Mes journées de travail étaient plus productives car je ne gaspillais plus d'énergie à anticiper la prochaine crise de Chloé. Mon efficacité a augmenté au point de surprendre mon supérieur, et les responsabilités supplémentaires que j'ai acceptées se sont accompagnées d'une augmentation qui a affirmé ma décision de protéger mes limites. J'avançais avec une clarté qui m'avait manqué pendant des années, et chaque projet mené a bien renforcé le sentiment d'avoir repris les rênes. Les nouvelles de Chloé arrivaient par fragments, généralement par des parents qui avaient du mal à comprendre comment elle était tombée si bas. Ils disaient qu'elle enchaînait les petits boulots précaires et qu'aucun ne lui offrait la stabilité nécessaire pour rebondir. Sans garant et sans fiche de paie fiable, elle se retrouvait incapable de signer un nouveau bail. Elle restait chez ce cousin éloigné où la patience commençait à s'épuiser. Ses dettes augmentaient pendant que ses revenus fondaient, et ceux qui se précipitaient autrefois pour la sauver évitaient désormais de s'en mêler. J'écoutais ces mises à jour quand elles me parvenaient, sans les chercher.
durant cette même période, maman a tenté de m'appeler plusieurs fois, laissant des messages oscillant entre appels à l'émotion et tentatives de présenter la situation comme un simple malentendu. J'ai laissé passer ces appels sans répondre, car chaque message révélait la même contradiction, elle voulait que j'annule les conséquences que Chloé avait elle-même créées tout en refusant de reconnaître l'histoire qui avait mené à cette rupture. Mon silence n'était pas une punition, c'était de l'autoprotection. Au milieu de tout cela, Julien est passé un après-midi après avoir fini une mission de sécurité près de chez moi. Nous nous sommes assis sur mon balcon avec un thé glacé, discutant de sujets neutres comme les travaux dans le quartier ou la vie au bureau. Il n'a pas évoqué ma famille et je n'ai pas donné de détails. La conversation était légère et respectueuse, libérée de la pression tacite qui existait lorsqu'il avait été témoin de la confrontation au travail. À son départ, j'ai apprécié que cette visite soit un simple geste d'amitié et non une tentative de sauvetage. À la fin du mois, j'ai réalisé que ma vie était devenue plus simple parce que j'étais enfin sorti des rôles que les autres m'avaient assignés. Je ne servais plus de tampon pour leurs décisions ni de solution universelle pour leurs urgences. La paix est devenue possible quand la responsabilité est retournée à ses propriétaires légitimes. J'ai appris que les limites ne sont pas des déclarations de colère, mais des engagements envers le respect de soi. Quand les gens s'habituent à s'appuyer sur vous sans aucune redevabilité, ils confondent votre silence avec un accord et votre soutien avec une obligation. Prendre du recul a révélé quelles relations étaient basées sur une affection sincère et lesquelles ne tenaient qu'à la commodité. Au moment où j'ai arrêté d'absorber le poids des choix des autres, j'ai enfin compris que protéger mon bien-être ne nécessitait pas la permission de ceux qui profitaient autrefois de ma docilité.